Tu regardes, les Anglais, ce sont des marins, les Italiens, ce sont des marins. Tu cherches en France quels sont les meilleurs chanteurs, tu les trouves en Corse, plutôt sur les bords que dans les montagnes, mais ça se discute. Et surtout, tu vas en Bretagne, il y a les chants traditionnels bretons que personne actuellement n'a remis à la mode du jour. Moi, j'avais énormément apprécié le travail d'Alan Stivell, parce qu'il Ouais. était vraiment à la recherche des fondations culturelles bretonnes. C'est le premier à chanter en breton dans le monde du showbiz, quand Ouais, même. ouais. Voilà. Bon, ben, ce travail-là, s'il était fait, on s'apercevrait que ce que je dis maintenant, peut-être dans 25 ou 30 ans, est parfaitement cohérent et que tout se met bout à bout. Voilà. Donc on pourrait retrouver à travers, parce que si on s'intéressait vraiment justement précisément à la langue des oiseaux, il y a plein de choses qu'on pourrait retrouver C'est énorme dans toutes les dans les langues. noms. Voilà, parce que ça Dans voudrait toutes dire les que langues. ça a conservé une trace aussi bien dans les noms des Oui, choses, dans bien les. sûr, Ouais. bien sûr. On s'intéresse très peu à cet aspect-là des Ben, choses. parce que l'université ne reconnaissant pas cette chose-là, elle la méprise, elle la met de côté, elle la piétine et c'est tout. Maintenant, on discute avec quelqu'un qui est historien de... Moi, j'ai rencontré Didier Kahn, historien de l'alchimie. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'a dit, moi, ça fait 25 ans que j'étudie. Mais ce type-là est un ignorant, un docte ignorant, mais un ignorant, il ne sait rien de l'alchimie. Il ne sait rien des modalités de transmission. Il ne sait même pas expliquer les noms qui sont donnés et que se sont donnés eux-mêmes les alchimistes. On lui met une énigme alchimique sous le nez, Fulcanelli. Ces bouquins paraissent en 1926, en 1930, c'est pas si éloigné. Ils seront incapables, ils vont déployer 2000 universitaires, ils ne trouveront pas. Voilà, c'est tout. Ils ne veulent pas tenir compte du fait que les alchimistes disent eux-mêmes, nous formons nous-mêmes nos successeurs, les élus, etc. Puis voilà, dans notre langue à nous, tout ça. Pourquoi on appelle ça la langue des oiseaux? Parce que l'oiseau, c'est l'esprit. Tout ce qui vole, c'est l'esprit. Pourquoi les Indiens d'Amérique du Nord mettent des grandes plumes ici? Parce qu'ils figurent la tête comme un rayonnement de l'esprit. Voilà, c'est le moyen de se joindre au cosmos. Parce que dans l'univers, qu'est-ce qui se fait? C'est pas tout le monde sur des planètes, c'est tout le monde dans l'espace aérien. Quand on dit ouais les extraterrestres, comment ils font pour venir de leur planète jusqu'à chez nous? Mais c'est un délire ça. Les extraterrestres, il y a longtemps qu'ils se sont tirés de leur planète, ils n'en ont rien à fiche de leur planète d'origine. Elle est morte depuis longtemps leur planète. Et ils le savent. Ils sont assez savants pour savoir quel est le développement d'une planète. De la même manière que moi j'ai assez appris pour savoir le développement de ma planète. Je sais pourquoi les formes des continents sont ainsi. C'est la loi de Coriolis d'abord et ensuite la loi de Brooke, si ça intéresse les auditeurs, qu'ils cherchent dans ces domaines. La loi de Brooke, c'est plus difficile à trouver. C'est un militaire belge et ses bouquins sont très durs à trouver maintenant. Mais bon, si ça les intéresse, ils vont savoir qu'il y en a un autre qui s'appelle Albert Cochon de la Parent, qui est un géologue dont tous les géologues du monde lisent les bouquins. Eh bien, ce type-là, il a donné la description qu'on peut suivre de ce que sera la planète. Et ce type-là a été instruit par les hermétistes et était hermétiste lui-même. Bon. D'ailleurs, il a des petits-enfants, il travaille chez Hermès. C'est marrant, hein? Oui, ça c'est bon. Voilà. Alors, pour revenir à la langue des oiseaux, note ceci. Oiseau, c'est le seul mot de la langue française qui comporte toutes les voyelles. Ah oui. Et dedans, il y a la lettre S, la manifestation de l'énergie des voyelles, c'est-à-dire l'esprit lui-même. Or, si tu analyses le nom même de la divinité hébraïque, qu'on appelle tétragrammaton, c'est-à-dire les 4 lettres, J, H, W, H, ou I, enfin il n'y a pas de voyelle là-dedans, eh ben, c'est exactement ce qui est dit d'une autre manière. Donc sans rentrer dans le détail, parce que je l'explique dans mes cours, dans les vidéos et tout ça, il y a les mêmes procédés partout, tout le temps. Donc il faudra bien tenir compte de cela. La lettre H, sa particularité, Hermès commence par la lettre H et quand tu mets P devant H, ça devient F, tu mets C devant H, ça devient CHE, etc. Donc c'est une lettre qui fait muter. Voilà. Directement, ça décrit Et géométriquement, c'est ce qui est en haut comme ce qui est en bas, puisque la lettre H, voilà. Et c'est un double carré, c'est-à-dire le double carré de la chambre haute de la grande pyramide, qui a des propriétés spécifiques, puisque si tu fais 1 pour le bord de ce double carré, ça fait 2 pour la longueur, 1 pour la largeur, et racine carrée de 5, puisque 2 au carré plus 1 au carré, racine carrée de 5, c'est la moyenne harmonique, alors que là, c'est la moyenne arithmétique, c'est-à-dire l'égalité absolue ici et l'égalité harmonique ici, qui sont les deux choses dont se sert l'univers. Entre nous, qui faisons de l'industrie, c'est-à-dire on reproduit des pièces rigoureusement exactes, par exemple ces vers-là, et la nature, elle reproduit de manière harmonique, c'est-à-dire tout se ressemblera, mais rien ne sera pareil. Sinon, on serait des clones. Hein? On est des clowns, mais c'est pas... Ouais, Alors, voilà. c'est un Alors, autre s'il y a problème. d'autres questions, il faut en profiter.
Euh, Qu'est-ce qu'on me dit encore, oui, comme question? Karnak a une incidence sur la gravitation. Il y a donc bien une théorie de l'antigravité. Que pense Jacques Grimaud de cette théorie? Alors, on peut présenter des théories en quantité industrielle. Le problème, c'est de les vérifier par une mise en œuvre qui a des résultats directs. Ce que l'on sait quand on ouvre son sac à malice, c'est qu'il y a des choses qui s'appellent la lévitation, que ce soit d'êtres humains et même des animaux dans certains cas, et d'éléments dits inertes. La partie centrale, je l'ai déjà dit, ça se joue entre gravitation, inertie, les forces, énergie, etc., etc., et surtout polarité. Voilà. Maintenant, si j'en dis plus, je risque de dévoiler ce qu'il ne faut pas dévoiler maintenant. Voilà. Trop de ça. Bah oui. Alors, une autre question, parce que hier on a reçu un chercheur aussi, qui lui remet en cause l'existence des savants grecs, qui selon lui serait une invention. euh, Mais qu'il le démontre. il l'a démontré assez bien, parce qu'il nous expliquait quelque chose, alors justement, qu'il n'existait aucun écrit des Grecs qu'on puisse identifier comme étant l'écrit de Platon datant de l'époque de Platon. Alors, non, Et ça n'est pareil pas pour exact. les Ça autres. n'est pas C'est ce exact. qu'il nous a La, expliqué la ici. vérité, comment dire, dans ce domaine, c'est que les Grecs, d'une manière générale, ne signaient pas. Donc on attribue à machin un truc à bidule. Ça ne veut pas dire que parce que cette chose-là n'existe pas, ça c'est pratiquer l'histoire de manière étroite. Il faut savoir que le vrai nom de Platon c'est Aristoclès, c'est-à-dire quelqu'un qui possède le pouvoir de l'aristocratie, quelqu'un du sommet de... Voilà. Mais son surnom Platon, ça veut dire le costaud, le large. Pourquoi? Parce que ce type-là, il est très capable. Il y a des gens qui s'intéressent de nos jours, par exemple, à ces near-death experiments, c'est-à-dire euh, les gens qui meurent et qui reviennent de la mort. Le premier à raconter ça, c'est Platon, c'est 5 siècles avant notre ère. Ce qui importe, c'est pas de savoir si c'est Platon, s'ils ont existé ou pas, c'est pas ça, parce que les anciens, d'une manière générale, étaient plus ou moins hermétistes. Platon l'était, Socrate l'était, même Aristote. Donc c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il y a une temporalité qui se dévoile. À l'époque où Platon, par exemple, parle de l'Atlantide, on nous parle chez les Hébreux de la création du monde, la Bible, etc. C'est la même période. À cette même période, en Chine, il y a des gens comme Lao Tse. Oui, bon, bah écoutez, il faut faire attention. C'est au moment où se dévoile une partie de l'hermétisme traditionnel, et c'est tout. Qui sait traduire Lao Tse actuellement? Même chez les Chinois, il n'y en a pas beaucoup. Platon non plus, etc. Ce sont des jeux de mots. Platon, c'est de l'égyptien, ce n'est pas du grec. Voilà. Et, aussi, il remettait en cause l'existence même du temple de Salomon, qui on a Alors trouvé ça, c'est aucune autre preuve. chose. Il dit Ça, qu'il c'est y a autre chose. Moi, je absolument sais aucune que preuve. les Hébreux, en général, et leurs successeurs, ce sont des personnes qui trafiquent l'histoire en permanence, qui s'attribuent des mérites qu'ils n'ont pas, des choses qu'ils auraient faites qu'ils n'ont pas faites, puisque, par exemple, en Égypte, moi, j'ai été confronté plusieurs fois à des groupes qui me disaient, vous n'avez pas à travailler là-dedans, c'est nous qui avons, nos ancêtres qui avons construit les pyramides, ça ne se discute pas. Bon, ben ça ne se discute pas, c'est pas la peine, en effet. D'accord. Donc ça, parce que... C'est des gens qui n'ont pas d'histoire, qui à leur époque de naissance, il y avait deux grandes zones civilisées et au milieu qui détroussaient les gens qui allaient de l'une à l'autre. C'est le pays à un fleuve et le pays à deux fleuves. Et entre les deux, il y avait ceux-là qui détroussaient tout le monde. Quand ils ont compris en voyant l'Égypte que c'était merveilleux, la civilisation, que c'était beau, ils se sont dit mais on ne va pas aller en Égypte. On a essayé, on a loupé, c'est les Hyksos et les compagnies. On a essayé d'une autre manière, ça a été l'exil à Babylone, ça a foiré. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pille tout ce que les autres... voilà, puisque c'est leur métier d'origine. Voilà. Donc ils se mettent en intermédiaire, ils se positionnent en intermédiaire partout. Et tu confirmes aussi, alors ça c'est un fait qui est souvent évoqué, le fait qu'il n'y ait jamais eu d'esclavage en Égypte. Et... Alors, d'abord, l'idée même d'esclavage en Égypte, c'est une hérésie totale. Il suffit de connaître les textes religieux égyptiens ou, comment dire, les enseignements. Il y a le livre des portes, enfin, il y a énormément de textes qui disent que quelqu'un qui vit, je vais dire autrement, pour les Égyptiens, pour les hermétistes, pour tout ce monde antique, la chose à préserver par-dessus tout, c'est la vie.
la sienne propre, celle de son voisin, etc. Le christianisme prend ses sources en Égypte et pas ailleurs. Quand on dit judéo-christianisme, c'est de la foutaise. Le judéo-machin, c'est du Talmud. Et le Talmud est totalement opposé aux évangiles. Totalement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème, c'est que comme on ne veut pas traduire le Talmud et que personne ne réclame, parce que personne ne peut réclamer, le résultat, c'est qu'on ne sait pas où se positionner. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver si je parle de ça, on va me traiter d'antisémite. Bah oui, c'est ça la culture maintenant. Tu dis quelque chose, au lieu de pouvoir vérifier la chose ensemble, si la chose était vraie, on me convaincrait facilement, on me montrerait les choses. Mais non, on ne veut pas te les montrer, on te dit, t'es un pourri, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Hein? Parce qu'on ne peut pas nous montrer ça. C'est vrai que le Talmud, paraît-il qu'il existe des versions cachées. Non, il y en a deux, celui de Jérusalem, celui de Babylone, qui est le plus... Voilà, et ben écoute, si c'était un sujet à évoquer ici, ce serait bien. Voilà, parce qu'en réalité, nous, on se fait, par exemple, nous les cathos, les chrétiens, etc., on se fait quand même insulter en permanence par tout le monde, mais surtout par ceux qui promeuvent le Talmud. Mais on ne peut pas critiquer le Talmud puisqu'on n'a pas le droit à une... voilà. C'est marrant quand même, parce que tous les gens qui se sont intéressés à l'histoire, quand ils ont lu le Talmud, ils ont changé d'opinion à l'égard de l'histoire. Ça, c'est à noter. Hein. Moi, par exemple, j'ai été pris à partie par Jacques Heilbronn dans une émission tournée chez Baglis, qui a commencé à m'insulter parce qu'il disait que Paul Lecourt, celui qui avait créé l'association que je dirigeais, l'association culturelle, était un antisémite notoire, une pourriture de raciste, etc. etc. J'ai dit, jusqu'à présent, M. Heilbronn, tout ce que j'ai vu qui pouvait faire passer M. Paul Lecourt pour un antisémite a été extrait du contexte. Donc je ne vois pas pourquoi... Voilà. Oui, mais il avait un livre de chevet, c'était par l'abbé Rowling, qui est un antisémite notoire. Je dis, écoutez, l'abbé Rowling, il n'a fait que réagir à la première lecture qu'il a faite du Talmud. C'est un peu normal, compte tenu des cochonneries épouvantables. Il m'a dit, mais c'est pas vrai, tout ça, les juifs n'ont pas comme ça. J'ai dit, écoutez, ça tombe bien, je l'ai avec moi, vous voulez que je le montre? Il s'est arrêté. Ma femme était témoin. S'il veut dire quelque chose, il n'a qu'à venir débattre avec moi de ces choses-là. Moi, j'ai pas honte. Je dis les choses telles que je les perçois et telles que je les pense. Je suis loyal. Je lui fais pas un procès, je lui dis pas sale juif ou quoi que ce soit. Il n'a pas à parler comme ça. Qu'il n'aime pas l'abbé Rowling, on n'a pas à parler de ça. Moi, je dis Paul Lecourt, il a créé l'association Atlantis parce qu'il voulait rechercher l'Atlantide. Ça n'a rien à voir avec les juifs, je suis désolé. Qu'il ait eu une opinion en disant que les juifs n'ont pas d'art, il l'a démontré, il a raison. Ils empruntent à tout le monde. Voilà. Et moi, quand on a fait cette interview, qui était antérieure à celle avec Jacques Heilbronn, c'était toujours avec Jacques Heilbronn, mais antérieure à Baglis, c'était à Vincennes. Et curieusement, la cassette où il me faisait ce même procès, il l'a enlevée. Et voilà ce qui se passait. Il recommençait sur le même sujet. J'ai dit, Jacques Heilbronn, ici, vous avez la chapelle du château de Vincennes. On a la même, pratiquement à l'identique, mais décorée. Ça s'appelle la Sainte-Chapelle, à côté du palais de justice. Moi, je vous mets au défi de trouver une synagogue qui soit du même niveau culturel et qui ait son style bien à elle, etc. etc. Bon, ça a arrêté le débat. Voilà, c'est tout. J'ai dit, on appelle art juif, c'est un art qui est constitué de je prends ici, je prends là, je fais mon trou parce que je choque machin, je truc bidule, mais en réalité, il n'y a rien. Je prends un exemple contemporain. On a eu une exposition de Bettina Reims, photographe. Qu'est-ce qu'elle montre? Le Christ la tête en bas, un Christ crucifié avec des seins et un soutien-gorge. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? Est-ce que c'est ça, l'art? Non, pas du tout. Ça, c'est de la provocation, c'est attiser des haines qui n'ont pas lieu d'être. Après, on vient se plaindre. Bon, voilà, tout ça, ça n'a pas lieu d'être dans une discussion, ceci dit, sur LRD. Ah ouais, il faut pas parler de ça. Ouh là là, on m'a dit. Non, moi je parle de ce que je dois dire parce que c'est moi que cela concerne. Maintenant, si on veut me faire une guerre pour l'antisémitisme, je me défendrai. Voilà. Moi, j'ai étudié les choses. Ce que je dis, ça me paraît vrai. Maintenant, on peut les reprendre. Je ne manifeste de haine et d'antipathie pour personne. Okay. Voilà. Bon. Maintenant, comme... on dit, Slash, l'invité, c'est du lourd, il faut qu'il revienne. C'est pas de l'humour, hélas. Non, il dit c'est du lourd, ils aiment bien. C'est pas ça ce que je veux dire. C'est qu'il faut être clair. Si on veut débattre, on débat ouvertement, voilà. C'est-à-dire, on amène les choses et voilà. Moi, je ne fais pas de procès à machin parce qu'il est juif ou arabe ou machin, qu'on ne vienne pas m'en faire en disant que je suis antisémite, voilà.
D'accord. Bon, ouais, les choses sont claires, je trouve ça très bien. On me demande si tu connais les œuvres d'Henri Corbin, notamment l'alchimie islamo-persane. Oui, je connais Henri Corbin, bon auteur, un peu étroit dans sa conception de l'alchimie, mais au moins, je peux dire que les traductions sont assez correctes. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Euh, monsieur, comment dire Il y en a un qui dit il se lâche l'invité, c'est Il se du lâche lourd, il faut l'invité, c'est du lourd. Oui. revenir et vite. Là aussi, c'est une opinion. Il se mate la haine, c'est une autre opinion. Il Voilà. se met la haine, oui. Non, Oh mais non, ça, mais c'est pour bon, rigoler. On me oui, dit, oui, donne-lui oui. la carte du club de pas. Bon, bah, ça, Ouais. c'est un petit peu de trolling. C'est Non, normal, mais en fin de bientôt, ils vont soirée, me il dire troll un peu. un nouvel Alain Soral est né. Voilà, non, mais c'est ça. Il va Ah dire, non, mais bon, ouais, voilà, on le sait, ça. Alors, on me dit, en français, EMI, expérience de mort imminente. Oui. Oui, ouais. Hein. Oui, ça, Oui, en français, en c'est ça, français, c'est exact. ça. D'ailleurs, les Égyptiens aussi, ils avaient on sait que la momification, on la retrouve en Égypte, mais on la retrouve chez les Nazca aussi, On la chez retrouve chez les les Indiens d'Amérique, chez Chinois. les Chinois. Alors, il faut savoir que chez les Indiens d'Inde aussi, mais D'accord. qu'après, ils ont comment dire, commencé à plutôt brûler les cadavres ou les laisser aux charognards. Donc, sont des pertes en quelque sorte. Mais avant, pratiquement, tout le monde était plus ou moins. Tout le monde pratiquait la Mais pour momification, quelle raison? d'accord. C'est parce que lorsqu'on conserve des cellules et qu'on peut en prendre l'ADN mitochondrial, on peut espérer refaire une souche organique, humaine. Voilà. On n'a pas encore cette technologie, mais ça ne saurait tarder. Et il y a des gens qui vont se cloner pour vivre plus longtemps que d'autres et pour assujettir, etc. C'est comme ça que les choses marchent. J'espère qu'il y aura des clones de Stéphane partout. Mais Alors, De qu'est-ce Jacques que... Heilbronn. Ah, bah, ça serait énorme. Euh, oui, bah, les pyramides d'Europe, c'est vrai, on en a parlé. Toi, tu as dit un petit mot. Oui, Tu mais sais que bon. c'est pas, tu disais que c'était pas forcément des pyramides qui avaient beaucoup d'imitations, hein, Je vais dire pour les pyramides, les vraies pyramides et celles qui ne sont pas vraies à mon sens, elles répondent à une logique qui est évidente. Je l'ai dit dans plusieurs interviews, je l'ai écrit plusieurs fois. On regarde la Chine, l'endroit le plus anciennement habité de Chine, il y a des pyramides et c'est curieusement le milieu de la surface de terre habitable de ce continent. On regarde les Amériques, Amérique du Nord, Mésoamérique, Amérique du Sud, et on voit que c'est le centre, le Yucatan, qui accueille des pyramides, et le Guatemala, c'est-à-dire la zone centrale. On regarde le plateau européano-moyen-oriental africain, pouf, c'est aiguisé, et donc la moitié de cette surface, voilà, c'est tout. Et il y a 3 grosses zones, le reste c'est accessoire. Voilà. D'accord. Donc les 3 grosses Et, zones, c'est et si Yucatan, on veut Gizeh et la être... Chine. Voilà. Mais il y avait une pyramide également qui a été attestée plusieurs fois à l'île de Pâques. Voilà. Donc il faut considérer que, grosso modo, les grandes pyramides sont liées par un cloisonnement géométrique particulier qui a été montré dans le film. Maintenant, il faut réfléchir à cela. Je rappelle que la liaison est donnée en 2 modes. Le mode de la carte classique, si je puis dire, à plat, et donc ça se lit à plat comme une carte ordinaire qu'on trouve dans les écoles. Ça, c'est une première démonstration de savoir, puisqu'après, on est obligé de lire en géodésique, c'est-à-dire sur une sphère. Donc ça a été laissé pour des gens qui étaient capables de commencer par la map monde, le style à plat, et l'autre sur le style volumétrique. On me demande, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses Donc, pour parler ouais. clair, un côté le style Mercator, et l'autre le style algébrique. Et oui. On me dit, qu'est-ce que tu penses du travail de Laurent Glosy et son livre L'Atlantide et les géants, ça. Je connais ce petit bouquin et comment dire, il y a des bonnes choses et il y a des excès parce que c'est teinté d'idéologie. Voilà. D'accord. Mais c'est une étude approfondie, sérieuse, qui C'est- mériterait d'être la base d'un travail plus étendu. D'accord. Bon. Il y en a qui réclament encore ta venue, qui disent ah, il faut revenir pour des émissions. Bah, ce sera avec grand plaisir. Mais exactement, Et, sachez quand même qu'on a mis un temps épouvantable pour venir, parce qu'il y voilà. avait un temps épouvantable et des accidents épouvantables, c'est navrant, mais j'aurais souhaité pouvoir donner les 4 heures. Ah bah là on y est presque, hein, de toute façon. Bah, Oui, écoute, il est 1 heure, on a bah, fait les 4 heures. Hein, tout le je monde te sait que dis. j'ai une grande autonomie, et j'avais fait ici et maintenant 6h30. Oui, oui, en plus. Ça Oula, va. oula, oui, c'est mythique là. Je sais pas si Steph il tiendra 6 heures. Fayot. Mais en tout cas, c'était Quel mythique. faillot. Non, non, c'est vrai, faut bien le dire. Alors, je vais aller Non, faire un petit tour chez les nouveaux non, quand même. je On- confirme, t'es pas faillot. Ah, merci. On me dit, la Lune est-elle creuse? C'est vrai ça? Non, il y a comment dire, des zones creuses, en effet, parce qu'il y a eu une activité volcanique et aquatique sur la Lune.
Mais bon, le fait qu'elle ait quand même pas mal voyagé, ben, on me posait la question, est-ce que vous connaissez le docteur Emmanuel Velikovsky? Il en parle assez bien de cela. Voilà. Dans la Lune, en effet, il y a des zones creuses. D'ailleurs, je crois savoir, me souvenir que Lunar Orbiter avait testé cela et qu'en effet, il y avait des échos multiples qui traduit, donc, selon la méthode du sonar, des cavités multiples. Voilà. D'accord. Et la Terre creuse, c'est crédible, Ça, pour moi, non. Hmm. Non, pour moi, niet. D'accord, la théorie de la Elle, fameuse elle théorie est, de la elle Terre est creuse dans l'épaisseur de la croûte, mais à part ça, non. Hein. D'accord. Alors, je me trompe sur Gurdjieff? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il se trompe sur Gurdjieff, ouais, je sais plus ce que tu as Non, dit mais sur bon, oui, Gurdjieff. c'est bon, ouais, bon, d'accord. Voilà. Alors, Je dis dernière ce que je souhaite dire, question. par ailleurs. Allez-y, profitez-en, c'est les dernières. Ah là, on me dit Luc Biget, ouais. Vous connaissez Non, mais on me met Zakaria Sitchin, les Anunnaki. Oui, Zakaria les aliens. Sitchin, oui, c'est Alors, on me le sort souvent celui-là, c'est les comme Anunnaki. Ouais. Anton Parks. Oui, Anton Parks. J'estime beaucoup la qualité de ses travaux. Ça ne veut pas dire pour autant que j'y adhère. Comme j'ai dit, ma manière de faire, c'est j'encourage le travail et je tape sur tout ce qui est amoral, déloyal, pourri pour les trolls, donc sans réserve. Même si physiquement ça les intéressait, moi je suis toujours prêt. Bon, non, sérieux, je le dis parce qu'il y en a qui me menacent et tout. Bon, pas de problème, moi je... Hein voilà. On me dit, c'est vrai, que pensez-vous des montagnes taillées, c'est-à-dire les lignes de Nazca justement, ça c'est alors, vous il y a... l'expliquez dans le film que vous Voilà. dites qu'il y a des montagnes qui ont été quasiment taillées comme Apparemment, il semble que d'un point de vue géologique, le sommet a été écrété pour en faire des zones plates et pour y installer les pistas. Et en effet, on ne voit pas ça du sol. Donc les pistas étaient visibles seulement du ciel. À quoi ça sert? Si au sol on ne voit pas la chose, c'est ça la question. Ensuite, il y a de très longues lignes parfaitement rectilignes sur des dizaines de ça. kilomètres. Oui, il y en a une qui fait 30 km, je crois. Il y a c'est plus ça que cela en réalité, il y a oui. plus de 2700 km entre le Pérou et la Bolivie, on en parlera. Donc, et l'intérêt c'est de savoir qu'au bout de les deux bouts de cette ligne sont occupés d'un côté par une mine d'argent et de l'autre côté par une mine d'or. On ne voit pas la relation de pourquoi faire une ligne entre une ligne droite. Ça veut dire que ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils faisaient, mais à part extraire des métaux, voilà. Alors on va me dire, mais attendez, les métaux, on les fabrique, et on a raison de dire ça, on les fabrique dans l'espace. On prend tout ce qui traîne et on reconstitue. Mais là, il y a une chose que les gens ne savent pas et qui conditionne l'alchimie. Les produits vivants sont tous impurs, et ces impuretés travaillent pour la réalisation de choses qui ne se font pas dans les choses pures. Chimiquement, on n'y arrivera pas. Ça s'appelle d'un nom catalyseur. Si on ne connaît pas le rôle des catalyseurs en chimie, ou même en physique, aucun résultat vivant. Voilà, la chose est réglée. Allez, une dernière encore. On me dit, hier c'était Boutamina a développé une thèse avec les djinns et Salomon. Bah, on en a parlé, mon cher. On a Alors, posé la question. Salomon, pour moi, c'est un personnage de légende et le temple et tout cela, c'est une construction pseudo-historique. Parce que le temple, le mur d'alimentation, j'allais dire, le mur des lamentations, pardon, qu'on m'excuse, c'est un mur romain. Ça n'a absolument rien à voir avec le temple de Salomon des origines. C'est un mur romain. Et il est facile de le démontrer par la méthodologie, la taille et tout cela. Jean-Pierre Adam pourrait faire la démonstration s'il n'avait pas peur de se faire coincer comme antisémite. Moi, ça va. J'assume. Et simplement, je renvoie à des bouquins qui sont assez connus pour cela, où la démonstration archéologique est celle-ci. On n'a absolument rien retrouvé de certains récits bibliques. C'est normal, puisque ces récits sont purement kabbalistiques. Et voilà. Donc, et aussi le temple de Baalbek au Liban avec Voilà, la on le trouve, pierre voilà, on le énorme. trouve dans la plaine de la Beka, c'est-à-dire l'endroit où il y a les passages militaires les plus... Voilà. Alors l'intérêt, c'est de voir plusieurs choses qu'on retrouve en Égypte. D'abord, de mettre des pierres énormes, 1000 tonnes, sur des caillasses qui font à tout casser 8 à 12 tonnes. Donc on a des petites pierres et au-dessus, mais comme disait Patrice dans le film, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La vertu de la chose, c'est que c'est antisismique. Voilà. C'est comme quand on retire la nappe
et qu'il y a des grosses soupières en dessous, si on s'y prend bien, on tire, la soupière reste et le drap s'en va. C'est de cet ordre-là. Maintenant, pour soulever des trucs de 1000 tonnes, il y a intérêt à se lever tôt. Hein. Et alors, on appelle ça le temple de Jupiter, parce que Zeus Pater, c'est quand même le type le plus costaud qu'Hercule. Voilà. Et donc, il y a bien des raisons à cela. Il faut savoir que Baalbek, ça veut dire quelque chose. Baal, c'est les seigneurs. Maintenant, quelqu'un qui voudrait traduire, il comprendrait ma pensée. Et il s'intéresserait dès lors au djinn et au Coran. Voilà. Ouais, tu parles comme un ancien, il faut que je décrypte, c'est ça? Non, je donne des pistes, chacun prend sa piste, parce que sinon c'est toujours tout le monde sur la même chose, ça sert à rien. Alors, que pense-t-il de la descendance directe du roi Salomon et de la reine de Saba, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie? Ouais. Alors, il y a une partie, on connaît les Falachas, qui sont des juifs authentiques, bien qu'ils soient noirs de peau. Je rappelle que pour les écrits bibliques, il est un récit qui commence comme ça, elle est noire mais elle est belle. Nous sommes d'accord, ça s'appelle le Cantique des Cantiques. Eh bien, il faut voir que être juif, ça n'a aucun sens. Être judéen, ça en a, mais juif, ça ne veut rien dire. C'est un mot qui a été inventé en Angleterre dans les années 1870-1880 pour des raisons, politiques. Donc, il faut bien revenir aux sources historiques, géographiques, culturelles, etc. Éthiope, chez les anciens, ça veut dire noir, tout bêtement. De la même manière, Inde. Inde, ça veut dire coloré, sombre. C'est pareil, voilà. Donc les Indiens, quand Colomb, qui est juif, Christophe Colomb est juif, il n'est pas le seul sur les 3 bateaux à aller en Amérique future, eh bien, ils recherchent des choses qu'ils ont notées dans leur tradition. Alors je dirais, attention, la tradition est très probablement juste, mais incomplète. Première chose. Deuxièmement, il faut la comprendre pour vraiment savoir de quoi il est question. Ce n'est pas la Kabbale moderne, celle de Madonna et autres ésotériques comme ça, qui va permettre, c'est la Kabbale vraie, c'est-à-dire la Kabbale des Égyptiens, la Kabbale hébraïque. Elle est faite sur des lettres dites hébraïques qui sont en réalité à l'origine des cunéiformes des Mésopotamiens, avec une méthode de lecture qui émane de la glyptique égyptienne. Donc il faut bien être attentif à cela. De toute façon, toutes ces écritures sont des chiffres en même temps. Et c'est là-dedans que la Kabbale peut peut-être dire des choses. Mais la Kabbale française est au moins aussi performante. Voilà. Donc viendra un moment où ces choses seront rassemblées, confrontées, mais pas seulement. Elles seront comparées et on verra que chacune a son efficacité, sa nécessité. Mais il ne s'agira pas de dire machin est supérieur à truc ou plus ancien et tout ça. Ça n'a pas de sens. Voilà. La réalité, c'est qu'à la base de toutes les langues, il y a la même chose. C'est ce substrat qu'il faut aller chercher. On me dit un rapport avec la théorie Zulu-Lassan sur les premiers Israélites noirs. Ça représente quoi, les premiers Israélites noirs dans l'histoire des hommes? Je sais pas. Pour moi, moi non plus, tiens, allez hop. On me dit alors, que pensez-vous de David Icke et de ses hypothèses? C'est vrai. Comment dire, là-dedans, il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'âneries, mais il faut savoir choisir et aller chercher ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ouais. Voilà, c'est le légendaire moderne aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit aussi L'être humain est-il en train d'entrer dans une phase d'élévation spirituelle? Il y a beaucoup de gens qui demandent ça. Il y a dans tous les phénomènes dits évolutifs par le classique des sciences, en réalité 2 choses. Il y a des gens qui évoluent et d'autres qui régressent. Actuellement, je pense qu'il y a beaucoup plus de naissances évolutives dans le sens de la perception de l'aspect exceptionnel de la vie, de la vie spirituelle incarner toutes ces choses-là, mais il y a aussi de l'autre côté une chape épouvantable d'un matérialisme odieux qui fait souffrir énormément de monde. Le problème, c'est que comme tout est orienté vers ce matérialisme à très peu de choses près, ces gens-là n'arrivent pas à en sortir. Ils ont peur, par exemple, moi on me traite de gourou de secte. Moi, au contraire, je prône le libre arbitre, le choix personnel, la recherche active de critères solides, valables pour soi-même, etc. Et toutes les personnes qui viennent me voir, je leur dis, mettez-vous au centre de vous-même. Vous avez des difficultés parce que vous n'êtes pas adapté au monde moderne, il ne vous plaît pas et je le comprends. Maintenant, je n'ai pas de modèle à vous offrir, il faut que vous cherchiez le chemin et que vous y teniez jusqu'à ce que vous le trouviez. Quand vous l'aurez trouvé,
vous serez libéré, mais ça comporte des risques élevés. Tout le monde n'est pas capable d'être marginal, tout le monde n'est pas capable d'être intégré au système, et c'est là la plus grande souffrance. Mais il y en a de plus en plus, il suffit de lire l'Internet, et on voit que ça se cristallise autour de certains thèmes. Hein. Et alors, voilà, on me dit je ne me lasse pas de vous écouter. Merci d'être venu et j'espère que vous reviendrez pour un deuxième opus. C'est vrai, petite question subsidiaire parce que Oui. quand même celle-là on me l'a posée plusieurs fois. Tu penses quoi du récentisme? Que ça a besoin d'être solidement étayé. Je pense qu'il y a du vrai dedans, mais comme l'individu qui parlait des Grecs qui n'ont pas existé, je dis faites bien attention à ce que vous dites, parce que ça c'est l'histoire événementielle. L'histoire, la vraie, ça s'appelle métahistoire, c'est l'incarnation des rythmes universels dans l'histoire humaine, spécifique et terrestre. Donc se méfier. Je sais que ce que je dis est à peine compréhensible, mais le ressentisme poubelle, sujet suivant. Il a raison. Eh ben, il a merci. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur l'invité, se sent-il investi d'une mission sur l'humanité? Non, non. pas peu précisément. Pour dire, si c'est des gens que comme lui, je ne sais même pas si ça vaudrait la peine. Bon, allez, je blague. Ok, Mais je dis vrai quand même. Eh ben écoute, on va rendre l'antenne de toute façon. Ah oui, attends, il y a encore qu'est-ce qui arrive qu'on me dit? Christophe Colomb, juif, il est catho? Non, c'est la reine d'Espagne qui avait dit, les juifs, vous partez à telle date, si ça n'est pas le fait, vous serez obligé de vous convertir. Il n'a pas souhaité, il s'est barré. Voilà. Christophe Colomb. Mais ça commence à se savoir. Hein. Oui, ouais. Surtout, et tu connais pas le livre La clé d'Iram de Christopher Si, Christopher Knight, Robert Lemas, ouais. C'est crédible, ils disent l'Amérique Écoute, était je ne suis pas découverte bon avant par juge de tout par le fait qu'il y a énormément de livres que je n'ai pas lus. Mais les thématiques sont porteuses. Et maintenant, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à affiner ses critères. C'est ça, moi je vois les années à venir comme un enrichissement, parce que tout le monde va pouvoir échanger sur le vrai, le juste, le bon. Voilà. Par exemple, moi j'ai toujours parlé des droits de l'âme et pas de l'homme, parce que je défends la vie animale, végétale, voire même minérale. Et voilà, c'est tout. C'est un point de vue à l'ancienne, si je puis dire, mais je ne peux pas m'en éloigner. Je ne peux pas défendre l'homme seul. Quand je vois des animaux qui souffrent de la bêtise, de la violence des hommes, ça me révolte. Voilà. D'ailleurs, peut-être c'est la seule raison pour être meurtrier pour moi. C'est vraiment... tu vois jusqu'au... Hein, je ne vais pas baisser ma culotte, mais je dis vraiment les choses. On me parle, c'est vrai, les questions subsidiaires, Ouais. les dernières, les cartes de Piri Reis, elles sont crédibles? Les fameuses cartes que retrouvées Ça s'appelle des portulans, première chose. C'est-à-dire que ça servait à des marins. Oui. Les marins, à cette époque-là, ils se servaient de boussole et surtout de la rose des vents, c'est-à-dire l'orientation dans le moment de la journée, etc., etc. Ce qui était intéressant, c'est que les bouquins qui ont été écrits, c'est par, d'un côté, un marin, un cartographe de la marine américaine, de l'armée, hein, d'un côté, et puis Paul-Émile Victor de l'autre. Et ces bouquins-là ont eu très peu de diffusion, malgré tout. Pourtant, celui de l'américain, il a été préfacé par un dénommé Albert Einstein. On s'étonne que, tiens, brusquement, on n'en fasse pas état. Oui, ce sont des cartes vraies. C'est au musée Topkapi à Istanbul. Donc ouais. voilà, c'est ça. Et c'est aussi bien d'aller voir Sainte-Sophie et ce musée-là que toute autre chose. Il y a Göbekli Tepe aussi, cette ville. Göbekli Tepe, et également en Turquie, c'est un site ancien, mais par rapport à ceux qui vont apparaître dans les années à venir, on va dire, c'est récent. D'accord, voilà. Mon Dieu, des choses à suivre. En tout cas, merci beaucoup à Jacques d'être venu à la Libre. Alors moi, je te remercie vivement pour cette raison suivante, c'est que je t'ai coupé énormément dans ton développement. Non pas pour te frustrer, mais parce que je pensais qu'il était important de répondre aussi vite que possible. Ah on a répondu au maximum de questions là. Je crois que là, voilà. Mais que tout le monde sache que je viens, il suffit de le demander, et je suis à votre disposition. Maintenant, il faut trouver le moment. C'était pas idéal aujourd'hui parce que c'est un vendredi soir, c'était la sortie de Paris, il y avait des pluies et voilà, c'était l'épouvante. Hein. Eh ben écoute, si t'es d'accord, on leur promet qu'on en refera une. C'est vous qui... Eh ben nous on est d'accord. Voilà, nous on est d'accord. Moi j'apprécie... Après le public ils me le réclament déjà, je pense qu'ils sont déjà d'accord, les méthadotes. Je propose aux amateurs de Méta TV de préparer des questions vraiment bien, parce que moi je ne réponds qu'à des questions bien formulées, je formule
au niveau de la question. Si on me dit que pensez-vous de machin, je donne une opinion, mais si on me dit est-ce que ceci, Ceci c'est cela, sur la personne. exactement. Voilà. Voilà. Donc, la prochaine fois, aiguisez vos questions encore Voilà, et plus pour la je prochaine tâche édition. d'arriver à l'heure. Voilà. Voilà. On me dit, j'ai jamais vu autant de réponses faites, et il s'appelle Karnak en plus. Donc, Ouais. voilà. Bon, bah, Ah, il y en a qui ont le sens de la chose. ah bah ils ont tous, hein, le Buralis, Nico Dulot, Sanatana, Bluesman, Cafou, Bryce Van de, Fred Depot, Nicolas, Alors, Kenelra, Tu Vopossum. me permets de terminer, puisque la vas-y. plupart je ne les connais pas, Oui. en souhaitant meilleures fêtes de Noël, de fin d'année, de Noël, etc., etc. Puis à l'année prochaine, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps Ah d'en bah faire là, ce d'ici sera là. l'année prochaine. Ouais. Voilà, et vous, pareil, à Meta TV, parce que le peu que je connais de vous, ça m'apparaît être un nid de grand intérêt, avec beaucoup de courage. Hein, parce que là, j'ai un peu déblatéré, on va dire encore antisémite. Ça. Alors nous on a Mais bon, l'habitude. Voilà, mais c'est Oh, c'est un... bien. On me dit dans flux de carte du club, tu vois. Oui, exactement. Toi aussi. Oh bah moi je suis d'horrible ouais. fasciste. Ah, ouais. C'est bien connu. Voilà. Voilà. Alors tu as un point Godwin très fréquent. Enfin, Ah bah complètement. voilà, moi aussi. Ah bah je moi les j'ai le collectionne. point Godwin qui me titille à chaque Voilà, fois. c'est ça. Merci. Ça m'est tombé dessus un matin. Tu vois, depuis j'arrive plus à m'en Alors la débarrasser. question, quelle impression de votre passage sur Meta TV? Ah bah Excellent. déjà Frisky. Excellent. Ah non. C'est tous des fascistes On est tous antisémites. des et tout ça, fascistes antisémites, des antitermites horribles. Voilà, c'est ça. Voilà, Espérance 8 Replay, Presse Volante, Yori, Frisky, DC Tutsi, Eurasien, Hugo Saint-Gilles, Mélie, Valigolou, Alors, Meta je TV vais Vite, je vais Roger terminer D, en faisant de la vas-y, pub. Gaspard. Ouais, je vais faire de la pub pour terminer. Si vous avez besoin, enfin si ça vous intéresse de vous approcher de LRDP, c'est-à-dire la révélation des pyramides, il y a l'association que je préside qui s'appelle la Nouvelle Atlantide, qui fait référence évidemment pas seulement à Platon, mais également à Francis Bacon, qui a engendré la science moderne et qui était aussi un hermétiste. Et donc vous pouvez joindre la Nouvelle Atlantide sur la Nouvelle Atlantide Association, sur votre barre de... Voilà, et vous trouverez des livrets, des vidéos, etc. Et c'est une période difficile parce que tant qu'il y a les procès, je ne suis pas libre. Après, quand je serai libre, je pense que ça ira beaucoup plus facilement. Ok. Eh ben merci beaucoup Jacques, merci à la régie bien sûr, merci aussi, on peut remercier ta femme qui est là, Bah oui, à qui tout le nous a monde. fait des signes comme ça. Ah oui, On la dit, pauvre. merci. Elle dit, mais il dérape, c'est un Il gros dérape, malade, il va nous dérape, faire avoir stoppez-le, des- elle voulait que j'arrête tout de suite. Mais je Mais non, dérape on a culturellement, l'habitude. c'est ni politique, ni raciste, ni quoi que ce soit. Voilà. C'est l'histoire qui est comme ça. C'est hein. l'histoire, et voilà, ben, tu vois, ils nous disent tous merci, Billy, Yann Schilem, Psychotique, le Joe, Maro, Vincent, Yuri, Luc, Voilà. Odile, Terminator, Nico et Clara, Liberty, Meta TV Voilà. Vite, etc. Bah, si j'ai pu faire Merci. passer une bonne soirée à tous, Eh ben, tous m'ont fait passer une excellente soirée. Eh ben nous Merci. aussi, parce que vous savez très bien que si vous étiez sur Meta TV ce soir, et si vous écoutez ce message, C'est qu'il y a une raison. ouais, c'est parce que vous êtes la résistance. Ciao. Allez, bye. Merci beaucoup.